tous. Donc oui, on va parler de GA3 qui est bien mort. Déjà, je vais me présenter d'abord. Voilà. Alors moi, je suis donc Sébastien Monnier. J'ai ma propre agence de data marketing ou Optimo. J'utilise Google Analytics depuis le tout premier jour de sa sortie en octobre 2005. Donc demain, ça va être un grand moment. J'utilise évidemment, enfin c'est notre stack, hein, GA4, GTM, Server Side GTM, on va beaucoup en parler aujourd'hui aussi, BigQuery, DBT et tout ce qui est données avancées pour le SEO, c'est vraiment nos expertises désormais. Hop. Et oui, et donc quelques secondes de silence pour Universal Analytics qui est mort, enfin qui va mourir demain soir à minuit. Donc au fur et à mesure, on verra samedi, les sites vont commencer à arrêter de collecter les données au fur et à mesure. Et lundi, vous n'aurez plus rien. Vous aurez toujours l'historique, mais vous n'aurez plus de données dans votre GA3. Vous n'aurez plus de données que dans votre GA4. J'espère que vous avez déjà fait la transition. Alors, petite checklist de lundi quand même. Vraiment, je voulais quand même que vous ayez un truc à prendre avec vous. Oui, vous pouvez prendre en photo. Si vous ne l'avez pas fait, mettez la conservation des données à 14 mois. Parce que par défaut, c'est 2 mois. Donc, allez voir votre GA4 et allez vérifier si vous avez bien à 14 mois. Parce que j'ai la plupart des clients qui viennent me voir, ils ont les conservations des données à 2 mois uniquement. Et c'est une horreur parce qu'après, pour segmenter, on est limité à 2 mois. Okay. On ne s'en rend pas forcément compte sur le coût en plus. Donc voilà, vite 14 mois. Configurer les conversions, si ce n'est pas déjà fait, ça peut être intéressant. La liaison Google Ads, on a parfois tendance à l'oublier, c'est quand même utile. L'export vers BigQuery avec une facturation, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Et c'est vraiment fondamental de le faire rapidement parce qu'après, vous allez stocker la donnée dans BigQuery, on va y revenir. Et c'est pas rétroactif, hein, donc c'est uniquement à partir du moment où on le configure. Et si vous pouvez le faire au passage aussi pour Search Console, c'est arrivé il y a quelques mois. Voilà, c'est vraiment une parenthèse, mais c'est vraiment utile. Et aussi supprimer vos tags Universal Analytics, hein, parce que maintenant, à part si vous êtes en mode payant et vous avez encore un an devant vous, finalement, Universal Analytics, c'est dead. Donc, vous allez pouvoir économiser un peu en temps de chargement en supprimant vos tags GA3. Alors, donc GA3, c'est mort, hein, 2005-2023. GA3, donc, quand ça a été lancé en 2005, et c'est 2005 le rachat par Google de Urchin, mais Urchin existait déjà depuis plusieurs années en fait. 2003-2004, c'était quand même... c'est un temps que les moins de 20 ans, littéralement, ne peuvent pas connaître. Et à l'époque, il n'y avait pas de mobile, il n'y avait pas d'app, il n'y avait pas de RGPD. C'était bien, le bon temps. Maintenant, est-ce que vous faites encore des sessions de surf Internet sur votre modem 256K? Non, on a arrêté les sessions de surf Internet. Maintenant, on fait des micro-sessions de 10 secondes, de 5 secondes, poum, pour regarder un truc. La notion de session, qui était au centre ou de visite, qui était au centre de GA3, est quand même désormais un peu old school. Et donc, c'est pour ça qu'on va beaucoup se concentrer sur la notion d'utilisateur désormais. Et il y a la mort. Alors la mort, pas encore mort pour l'instant, des cookies tiers, alors qu'il n'y a pas un impact direct sur Google Analytics, mais c'est quelque chose qui va arriver en 2024. Et donc on voit quand même qu'on est sur des environnements de collecte très différents de GA3. Ça a des impacts directs sur ce que peut faire l'outil. Alors justement, on va voir GA4 et son environnement, puisque là où GA3 est un outil un peu standalone quand il est sorti, GA4 s'inscrit directement dans un univers. Alors, voilà, ça c'est les flux liés à une configuration GA4, je dirais un peu classique. On va avoir le site web, on va avoir le bandeau RGPD, hein, la CMP, hein, soit en interne, soit vous utilisez un Didomi, un Acceptio ou autre, hein. Google Tag Manager, qui est quand même extrêmement utilisé, on va en revenir. Soit directement, vous envoyez la donnée de GTM, en gros, depuis Google Analytics, soit vous passez par Google Tag Manager Server-Side. Je vais vous expliquer à quoi ça peut correspondre et pourquoi ça peut être utile d'y penser. Et Google Analytics va être lié à Google Ads, à Google Ad Manager, donc qui est l'équivalent de AdSense en fait, pour les clients qui ont plus d'argent. Et Google Search Console aussi, qu'on va pouvoir lancer dans Google Analytics. Google Analytics va pouvoir être exporté vers Google BigQuery et va aussi pouvoir avoir une interface avec Looker Studio. Okay, anciennement Data Studio
Voilà, et BigQuery se connecte évidemment à Looker Studio. Donc ça, c'est un peu un flux un peu classique. Donc on a une nouvelle stack avec Google Tag Manager qui va être l'outil de collecte de données. En fait, un outil de reporting qui va être Looker Studio et un outil de proxification. On va revenir sur ce que c'est que la proxification tout à l'heure avec Server-Side GTN. Ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que certains éléments d'Universal Analytics, de GA3, sur lesquels qu'on avait dans GA3, comme les tableaux de bord, ne vont pas retourner dans GA4. Parce qu'il n'y a pas de raison de faire du reporting dans GA3 quand il y a un outil spécifique pour ça, qui est Looker Studio. De même, par exemple, les paramètres d'URL à supprimer, qu'on pouvait supprimer au niveau des vues dans GA3, donc les paramètres bidons, enfin pas bidons, mais des paramètres que vous ne voulez pas avoir dans GA, comme fbclid ou autre, ça on le faisait au niveau de la vue GA3. Désormais, avec GTM, on peut facilement le faire dans GTM, donc c'est plutôt à la collecte de données à être fait. Pareil, ça s'est avancé, mais les custom tasks qui étaient une vision sur JavaScript en fait au-dessus de l'analytics, c'est quelque chose qui peut désormais se faire par server-side GTM. Voilà. Donc faut bien voir que certaines fonctionnalités n'ont pas été migrées dans l'outil parce qu'elles sont finalement plutôt dépendantes d'autres outils de la stack de collecte de données. Alors, je vais revenir justement sur quelques points importants. Donc, GTM, ce qu'on appelle les TMS, le Tag Management System. Google Tag Manager, qui est un outil extrêmement, qui a 10 ans maintenant, qui est extrêmement intéressant, va vous permettre de beaucoup plus facilement lancer des événements GA4 en particulier, d'enrichir votre donnée donc avec des dimensions personnalisées, ce qu'on appelle aussi des propriétés utilisateurs, et de configurer facilement les envois e-commerce. Donc, je vous conseille vivement, quand vous passez à GA4, de passer directement à la stack GTM plus GA4 plutôt que d'avoir un GA4 en dur dans le code, clairement. GTM et GA4 sont très liés. GA4 a même parfois un peu, sur certains aspects, une sorte de GTM light, puisque quand vous déployez un GA4 par défaut, vous allez automatiquement suivre différents, donc c'est ce qu'on appelle le NS measurement. Vous allez pouvoir configurer, ça va être collecté directement le scroll à 90%, le scroll vertical à 90%, les vidéos YouTube, les liens externes et maintenant même les formulaires. Donc il y a pas mal de choses qui vont être directement intégrées à GA4, alors qu'avant on le faisait par GTM. Et GA4 va aussi vous permettre même de pouvoir modifier des événements et dupliquer des événements. Donc c'est vrai qu'il y a des choses, alors c'est un peu... Parfois on ne sait pas très bien si on doit faire les choses dans GTM ou dans GA4. Donc c'est un peu bizarre, je trouve, parfois la manière de procéder de Google. Ils ont un peu mixé tout ça. Un point un peu technique, mais important à prendre en compte, c'est que le JavaScript de GA4 va être différent pour chaque ID de flux. C'est-à-dire qu'avant, quand on appelait Universal Analytics, on appelait analytics.js, tout court. Okay, donc c'était le même pour tout le monde. Maintenant, on appelle gtag.js, pour interrogation, ID égale g-abcd. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous avez configuré dans l'interface de GA4, vous n'aurez pas le même JavaScript qu'une autre personne. D'accord, ce ne sera pas le même poids, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont techniquement intéressantes à avoir en tête. Heureusement, Google ne fait pas trop n'importe quoi, mais faut savoir que votre JS va être différent de votre copain. Alors, au niveau des fondamentaux de la collecte, donc GA4 va être beaucoup plus descriptif. GA3, et on devait organiser ces événements en catégories, actions, libellés, ce qui était un peu pénible et parfois un peu redondant et assez artificiel en fait. GA4 va être beaucoup plus descriptif. Je prends là 2 exemples. Par exemple, un clic sur un bouton, très très classique. On va pouvoir décrire directement le clic sur le bouton, avec un nom d'événement, button click, okay. Et après on va pouvoir le décrire. La couleur du bouton, son emplacement, le type de marché sur lequel on l'a mis, si vous avez un test AB, enfin voilà, vraiment vous décrivez ce que vous avez envie de savoir sur l'élément en ayant un nom d'événement et après un ensemble de caractéristiques. D'accord, ces caractéristiques-là qu'on appelle des paramètres ou des dimensions.
Voilà, c'est extrêmement important. Et justement, pour un formulaire de contact, vous allez pouvoir enregistrer, par exemple, le type d'utilisateur, le sujet, donc quand il y a un menu déroulant, savoir pourquoi vous nous contactez. Tout ça, c'est des choses à enregistrer, évidemment, dans votre outil Analytics, parce que vous allez pouvoir après vraiment l'exploiter de manière beaucoup plus avancée. C'est déjà possible dans GA3, mais c'était un peu plus pénible, parce qu'il y avait des dimensions personnalisées avec des index, c'était quand même assez pénible. Là, c'est quand même beaucoup plus simple. Et notamment, un truc que je vous encourage oui, à faire quand même, c'est d'enregistrer l'email haché de vos utilisateurs quand ils vous fournissent en fait un formulaire de contact. Avec la fin des cookies tiers, je ne sais pas si vous avez l'habitude de configurer des tags Facebook, TikTok, même Google Ads, tout ça. De plus en plus, les plateformes demandent, pouvez-vous nous envoyer les emails hachés de vos utilisateurs, parce que sans cookie tiers, pour faire du matching utilisateur, il faut qu'il se base sur une donnée personnelle cryptée, le hachage c'est un cryptage, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus souvent. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est vraiment que GA3 était dans l'organisation, GA4 vraiment est plutôt dans la description. Au niveau des points d'attention, alors une fois que vous avez paramétré les différents paramètres qu'on a pu voir, les button color, les subjects, tout ça, au niveau de GTM idéalement, vous allez devoir les transformer en dimensions ou éventuellement en statistiques, mais c'est souvent en dimensions personnalisées au sein de l'interface de GA4. C'est important, sinon vous ne pourrez pas l'utiliser dans GA4. Mais attention, ne faites pas n'importe quoi avec ça non plus. Il ne s'agit pas d'aller paramétrer des paramètres, de transformer en dimension des paramètres qui seraient trop uniques. Si par exemple il y a un élément qui va être unique pour chaque utilisateur, donc il va avoir une variabilité, une cardinalité très forte, en fait, si vous avez quand même pas mal de trafic, ça peut vous poser des problèmes. Donc on va quand même essayer de réfléchir un petit peu quand on va créer une dimension personnalisée. Il y a une petite alerte dans l'interface, donc le centre d'aide n'est pas trop mal fichu pour ça désormais. Donc tout ce qui est gender, donc homme, femme ou autre, une newsletter opt-in aussi, ça c'est des trucs, il n'y a pas beaucoup de choix. Mais si par exemple vous avez un ID de session, voilà, vous n'avez déjà pas beaucoup d'intérêt à l'avoir dans l'interface de GA4. Mais donc il n'y a pas non plus d'intérêt à le transformer en dimension personnalisée. Toutefois, ça peut quand même être intéressant à être collecté, parce que ça va être collecté directement dans BigQuery. Okay, donc si vous avez fait votre configuration GA4 vers BigQuery, vous allez stocker votre donnée brute dans BigQuery, ce qui va vous faire, en faisant un peu de requête, vous allez pouvoir avoir la donnée. Et ça, c'est vraiment important. GA4 fonctionne beaucoup avec BigQuery et on va le voir tout à l'heure. Alors, je fais un point sur la CNIL. Ah bah oui, on est bien obligé d'en parler, avec CNIL versus Google. Le nombre de fois où j'ai entendu dire GA4, c'est illégal désormais. Non, GA4 n'est pas, Google Analytics, ce n'est pas illégal du tout, puisque la CNIL a créé un article donc il y a un an, en juin 2022, pour dire voici les conditions, qui sont certes assez drastiques, d'utilisation de Google Analytics, qui vous permettent de pouvoir continuer à l'utiliser sans problème. J'ai résumé, en fait, donc GA4 est légal si vous proxifiez par un outil de proxification. Là, je précise savoir ça GTM, parce que c'est celui qui est le plus utilisé. Il y a aussi Sear Data Helper, mais que j'aime pas trop. Donc, GA4 est légal si on a la proxification. Si on hash ces identifiants Google Analytics, donc c'est un peu technique, on ne va pas y revenir là-dessus, ce n'est pas le sujet de la conférence, mais ça peut se faire par savoir ça GTM. Et si on supprime des éléments trop uniques dans les URL, donc si vous avez notamment, on va y revenir, le paramètre GCLID, qui est le paramètre de liaison entre Google Ads et Google Analytics, ça je conseille, si vous voulez vraiment aller dans le sens de la CNIL, de le supprimer. Et pareil aussi, quelques entêtes HTTP au niveau du user agent, on peut nettoyer un petit peu tout ça. Une fois qu'on a fait tout ça, on est bon. Moi, j'ai des clients qui ont une mise en demeure. On a fait tout ça. C'était déjà dans le pipe, on a un peu accéléré le processus. La CNIL a dit ouais, ok, ça nous va. Ok, donc c'est bon. Je veux dire, Google Analytics, c'est compatible. C'est compatible RGPD. Il faut juste pas faire n'importe quoi. Voilà, faut juste le faire. Comme tout outil US. Je veux dire, Adobe Analytics, ils ont les mêmes problèmes. Piano Analytics, ils ont dit ah nous on est français. Ouais, enfin, ils ont été rachetés par une boîte américaine, donc AT Internet, c'est une boîte américaine, donc ils ont les mêmes problèmes que Google. Voilà. Même si la CNIL recommande un outil qui n'est pas forcément d'ailleurs. Voilà, c'est un petit peu bizarre, mais c'est bien ce qui se passe.
Donc pour la conformité CNIL, moi ce que je vais recommander, hein, alors vous n'êtes pas obligé d'y aller, hein, mais ça va être de ne plus utiliser la liaison entre Google Analytics et Google Ads, et ou Google Ad Manager aussi pour ceux qui l'utilisent. Et donc, il y a le problème globalement avec les signaux Google, les Google Signals, qui renvoient des données aux régies publicitaires de Google. Mais ce qui me dérange avec ça, c'est le mélange de finalités. C'est-à-dire que Google Analytics se retrouve à la frontière entre la finalité publicitaire et la finalité de mesure d'audience. Ce qui n'est pas forcément génial d'un point de vue organisation des données. Parce que GA va permettre l'envoi des conversions vers Google Ads et permettre la création d'audience. D'accord ? Tout ça grâce au paramètre GCLID. Donc moi, ce que je vais conseiller, ça ne fait pas exactement la même chose, mais c'est plutôt d'aller utiliser les tags natifs Google Ads. Alors, c'est un peu absurde, j'en conviens, hein, se dire on ne va plus utiliser Google Analytics, mais les tags Google Ads. Pourquoi on fait ça? Parce que la CNIL ne s'est pas du tout prononcée sur les tags Google Ads. Elle s'est prononcée uniquement sur les tags Google Analytics. Okay, donc avec ça, sur côté Google Analytics, si on fait proxification, suppression des paramètres dont le gclid et hachage, on est tout à fait compatible RGPD, mais pour le coup, on est obligé de supprimer ce petit GCLID. Alors on peut quand même aller le sauvegarder ailleurs, hein, on peut en reparler, mais on peut quand même aller faire des choses avec, hein, mais pas dans Google Analytics. Alors justement, voilà, on parlait un petit peu de serveur HTTM, hein, c'est vrai que je parle de GA4, mais en fait, j'ai beaucoup parlé de serveur HTTM parce que ça me paraît vraiment fondamental désormais. Donc, serveur HTTM, qui est un outil donc, supplémentaire qui va avoir un coût, en fait, il vous permet de faire au moins trois choses. La proxification, je vais revenir à quoi ça correspond exactement. La diffusion des données à partir d'un seul hit, et là, GA4 a un véritable intérêt par rapport à ça. Et la liaison avec des outils externes comme Back-Office e-commerce ou les CRM, on va y revenir. Alors, la proxification, ça correspond à ça, globalement, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir Google Tag Manager qui va parler avec Google Analytics, on arrête d'avoir cette liaison-là et on a Google Tag Manager Server-Side qui va envoyer les données à Google Analytics. Pourquoi faire ça? Pourquoi rajouter un serveur entre les deux? Ça va éviter que l'adresse IP soit envoyée en clair à Google Analytics. Et c'est aussi là où vous allez pouvoir hacher et faire plein de choses, plein de traitements de données. Et donc ça, c'est ce que demande la CNIL. Une fois que vous avez mis ça en place, vous êtes déjà... une fois que vous avez la proxification en place, c'est très bien. Ça a un coût, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire. L'autre point, c'est au niveau du HIT GA4. Alors, ce qui est vraiment intéressant avec Google Tag Manager et Google Tag Manager Server-Side, c'est que le HIT GA4 va être central. C'est-à-dire que vous allez envoyer un HIT, le même HIT habituel, hein, GA4 à GTM Server-Side, et vous allez pouvoir le dupliquer de manière tout à fait discrète, puisque c'est de serveur à serveur, donc l'utilisateur final ne le saura pas. Alors, c'est à vous de pas faire n'importe quoi niveau RGPD, mais finalement, personne ne le saura si vous envoyez la donnée à Facebook alors que la personne n'a pas consenti. Hein. Mais globalement, c'est possible. Et donc, ce qui se fait de plus en plus, c'est ce que je fais sur plus en plus de mes clients, et j'étais samedi dernier au Mesure Camp, qui est vraiment la conférence analytics la plus importante en France en ce moment. Tout le monde parlait de justement savoir sa GTM et de l'envoi vers Facebook, vers Pinterest, vers TikTok, tout ça, via ce genre de système. Et donc, vous avez un seul hit qui est à partir de votre site, en fait, et ce hit GA4, vous allez l'envoyer vers Google Analytics, idéalement si vous l'utilisez, mais vous n'êtes même pas obligé. Et vous pouvez envoyer après vers Facebook, vers Pinterest, vers TikTok, vers du Matomo, vers du piano. Même vous retraitez un peu votre hit, vous faites un peu de JavaScript derrière, mais ça se fait assez bien. Et après, vous couvrez tout. Et d'un point de vue performance, c'est beaucoup mieux. Parce qu'au lieu d'avoir des dizaines de tags qui se cherchent sur votre site, vous n'avez plus qu'un seul, qui va être la librairie Analytics de GA4. Et tout se fait après ensuite dans le traitement côté server-side. Et c'est aussi beaucoup plus simple et beaucoup plus propre pour traiter la donnée personnelle, d'ailleurs, tout ce qui va être email notamment. Et c'est beaucoup plus auditable pour la CNIL. Donc, si vous avez un contrôle CNIL, si vous utilisez Google Tag Manager Server-Side, vous pouvez dire voici tous les hits qui partent de chez moi, et voici comment ils sont structurés, et voici quels sont les garde-fous qu'on a. Ça fait plaisir quand même. Votre DPO, il va être content.
On peut aussi alimenter à partir de données externes. Ça, on le fait de plus en plus. Ça va être de faire en sorte que GTM Server-Side va aller recevoir des données de votre plateforme e-commerce. J'ai mis Magento, mais aussi éventuellement de vos CRM, mais aussi éventuellement d'autres API. On peut avoir des API météo, par exemple, qui va aller alimenter la donnée qu'on reçoit depuis le site web, depuis Google Tag Manager Web. Et on va pouvoir, comme ça, par exemple, avoir 100% des données e-commerce qui sont présentes dans votre back-office dans Google Analytics. D'accord ? Ça peut être vraiment intéressant parce que ça permet d'éviter le problème des gens dont la page de confirmation de commande ne se charge pas. Et on aura quand même l'information de ce qui se passe. D'accord ? Je ne rentre pas dans les détails de comment ça fonctionne, mais ça marche assez bien. Et pareil aussi avec un CRM, on a le problème sur un site par exemple, je sais pas, de mutuelle par exemple, donc de demande de devis. Évidemment, les gens vont pas forcément, il n'y a pas 100% de conversion une fois qu'on a fait une demande avec le formulaire. La conversion va se faire, je sais pas, quelques semaines plus tard, offline, ok, par téléphone, en envoi de mails, etc. Et vous n'aurez pas, vous en tant que web analyste ou même en tant que SEO, vous n'aurez pas l'information. Si vous avez le CRM qui renvoie l'information correctement à GTM Server-Side et donc après à Analytics ou à Google Ads d'ailleurs, ou à Facebook ou autre d'ailleurs pour le coup, comme ça vous pourrez vraiment avoir l'information du formulaire qui a véritablement été efficace. D'accord ? C'est vraiment pour avoir l'efficacité offline. Ça, c'est des choses qui se simplifient énormément grâce à GTM Server-Side et grâce à certaines évolutions techniques de GA4 aussi. Alors, pour le futur, en fait, on parle de quel analytics, hein ? De quoi on parle ? En fait, j'en ai conscience depuis quelques années désormais, mais GA, en fait, le Web Analytics, c'est de la data. En fait, concrètement, tout le monde parle de la data partout. En fait, ça fait longtemps en fait qu'on fait de la data sans forcément toujours se rendre compte qu'on fait de la WebA. On fait du data engineering avec la collecte de données, avec Google Tag Manager, parce qu'on va aller transformer la donnée. On va l'analyser avec la stack GA4 et BigQuery, qui est fondamentale pour GA4, et on va pouvoir avoir la visualisation avec notamment Looker Studio. D'accord ? Et je me pose la question, est-ce qu'on peut faire encore de l'analytics sérieusement sans SQL ? Alors, tout le monde ne fait pas forcément de SQL. Qui dans la salle fait un peu de SQL pour s'amuser ? Pas beaucoup, mais c'est déjà ça. C'est très bien. Franchement, c'est une compétence à avoir. Et alors, c'est pas forcément ce que vous avez appris. Si vous avez fait du PHP MySQL, quand on fait de la data, on n'utilise pas forcément les mêmes compétences. Je trouve plus simple de faire du SQL pour BigQuery, par exemple. Parce que concrètement, moi, ce que je vais conseiller en termes de data warehouse marketing, c'est d'envoyer évidemment la donnée analytics vers BigQuery, d'envoyer la donnée Search Console vers BigQuery, la donnée Ads vers BigQuery. Tout ça, c'est des connecteurs natifs. Hein, d'accord ? Et vous pouvez aller aussi envoyer plein d'autres données. On envoie aussi les données Screaming Frog, les données Web Page Test, les données de mots-clés, etc. Tout ça dans BigQuery. Et avec beaucoup de SQL, on arrive à faire des reporting Looker Studio qui sont vraiment au top. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment les bonnes pratiques du moment. C'est pas forcément toujours d'aller utiliser le connecteur natif. Voilà. Pourquoi on va plutôt recommander d'utiliser BigQuery plutôt que le connecteur natif GA4 ? Bon, il y a des limitations de l'API GA4, alors c'est mieux maintenant. Depuis quelques semaines, c'est beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'il y a 6 mois, ils nous ont foutu des limitations horribles, ce qui fait que vous en avez peut-être vu passer, mais la plupart des reporting GA4 qui étaient directement connectés avec le connecteur ne marchaient plus. En fait, alors c'est mieux maintenant, mais c'est pas encore parfait. On va aussi pouvoir faire des combinaisons dimensions entre différentes dimensions et différentes métriques qu'on peut faire avec BigQuery, mais qu'on peut pas faire directement avec GA4, notamment au niveau de l'e-commerce. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus sympa. On va pouvoir segmenter, parce qu'une des grosses limitations actuelles du connecteur GA4 et globalement de l'API GA4, c'est qu'on ne peut pas segmenter. Alors, il y a eu quelques nouveautés cette semaine, mais je n'ai pas encore trop regardé, mais en tout cas, ce n'est pas implémenté avec Looker Studio. Et donc, si vous voulez segmenter, donc, par exemple, si vous voulez savoir la relation entre un add to cart et un purchase,
En fait, savoir les gens qui ont acheté ou ils ont cliqué au panier, c'est une page catégorie sur un cross-sell ou autre. La seule manière de pouvoir faire ça convenablement, c'est de le faire avec BigQuery. On ne pourrait pas le faire nativement avec le connecteur, alors que le connecteur Universal Analytics, on pouvait importer des segments. D'accord. Et last but not least, on peut lier avec des outils externes. Donc le Search Console, le crawler, des CRM, etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose de vraiment important. C'est-à-dire que votre donnée analytics avec GA4 ne va plus à terme être seule dans son coin. L'idée, c'est vraiment de pouvoir la relier avec un maximum d'outils autour, que ce soit des outils SEO ou aussi des outils de performance publicitaire ou des outils simplement de gestion de sites e-commerce ou autre. D'accord. Donc on va pouvoir alimenter la donnée. Point attention quand même sur BigQuery. BigQuery, c'est génial, hein, le modèle de données de GA4 qu'on a. Il y a quand même des informations qui sont présentes dans l'interface de GA4 qu'on n'a pas, puisque dans GA4, vous avez la donnée recalculée, alors que dans BigQuery, vous avez que les données brutes. Donc vous n'avez pas tout ce qui va être le modèle d'attribution data-driven, qui est le modèle d'attribution par défaut, mais désormais dans GA4. Vous ne l'aurez pas dans BigQuery, parce qu'il n'y a pas eu de retraitement. Vous n'aurez pas non plus des retraitements des métriques via le consent mode, si vous utilisez le consent mode, qui permet en gros, si la personne n'a pas consenti à utiliser Analytics, on peut quand même envoyer des données sans poser de cookies, et Google après va pouvoir redresser la donnée pour refaire un calcul. Évidemment, ce redressement-là, il est fait a posteriori, donc il n'est pas dans la donnée brute de BigQuery. Un petit conseil quand même, mais vraiment ne jamais lier directement Looker Studio à votre tableau brut d'export BigQuery. Ça, c'est une grosse erreur débutant, ça peut vous coûter très cher. D'accord, BigQuery, c'est vraiment bon marché, mais il faut l'utiliser correctement. Il faut aller faire d'abord une table agrégée et après, on base son Looker Studio sur une table agrégée. Please, 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 jamais sur la donnée brute, surtout si vous avez beaucoup de trafic. Ça peut vraiment vous coûter des centaines d'euros. Donc ça, faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Mais après, si vous faites un minimum de choses correctes, GA4, BigQuery est vraiment très bon marché. La plupart de nos clients, ça leur coûte quelques euros par mois ou par an, voire 0 euros hein, pour une bonne partie. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, je vais faire un peu de prospective. Qu'est-ce qui va se passer avec le futur de GA4 et globalement de l'analytics? Alors, on va espérer quand même d'avoir une amélioration des reporting e-commerce et acquisition, parce qu'actuellement, quand même, les reporting e-commerce, ils sont vraiment pas top. Faut bien voir que Google se précipite un peu à lancer GA4 alors qu'ils sont pas entièrement prêts. L'outil est génial, hein. Enfin, l'outil sera génial plutôt. L'outil sera génial dans quelques mois. Là, actuellement, il y a encore des petites choses qui vont pas. Okay, GA3 n'était pas non plus ultra top. Hein. Voilà, il faut quand même le voir. Donc là, les reporting e-commerce, ça manque un peu. Pareil pour l'acquisition, il manque des choses c'est un peu dommage. Le connecteur GA4 Looker Studio qui s'est amélioré il y a 2 semaines, mais il y a encore plein de bugs. Donc on est un peu déçu. Donc ça ne marche pas aussi bien que ce que ça devrait, clairement, surtout pour d'autres outils Google. Le serveur SAGTM, je pense qu'il va encore se renforcer, notamment sur la partie app, puisqu'il pour l'instant la partie app n'est pas concernée par le serveur SAGTM, mais ça sera bien quand on le sera. On espère fortement, alors ça n'a rien à voir avec Google directement, mais une signature d'un nouvel accord cadre entre les États-Unis et l'Europe, qui permettra enfin d'arrêter ces histoires de proxification et que la CNIL arrête de nous emmerder, hein, je dis le mot, de nous emmerder avec ces histoires de on n'a pas le droit d'utiliser un outil américain. C'est quand même 80% du marché, donc ça va être compliqué en fait. Mais voilà, donc ça, vivement qu'il y ait un nouvel accord cadre jusqu'au jour où il se fera défoncer par une asso. Mais pour l'instant, ils ont dit qu'il allait en avoir un, mais c'est bloqué, je ne sais plus, au niveau du Sénat américain, ou je sais pas. Une connerie politicienne, américaine ou européenne. Mais bon, on est un peu bloqué par rapport à ça, mais quand ça sera débloqué, ça sera très bien. Et cinquièmement, je pense qu'il va y avoir l'émergence de nouveaux outils qui vont prendre appui sur la donnée BigQuery, parce que l'avantage d'avoir la donnée brute, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut en fait. Hein. Donc des outils où avant qui prenaient l'API GA pour faire des éléments, avec les données brutes BigQuery, ça ouvre tout un nouveau potentiel. Donc je pense qu'il y a des choses pas mal. On travaille beaucoup sur la donnée SEO en fait pour faire des data warehouse SEO basés sur le BigQuery et l'export GA4. Alors, 3 petites slides à la fin là, pour que retenir de tout ce blabla autour de GA.
Sur les tags Google Ads natifs, si vous avez à choisir, je vous conseille plutôt d'aller utiliser les tags Google Ads que l'import de conversion GA ou les audiences GA. Je disais l'inverse à 5 ans, hein, clairement, et peut-être que je dirai l'inverse encore dans quelques mois, c'est possible. Mais actuellement, au niveau de tout ce qui est privacy et par rapport aux problématiques de transfert de données vers les États-Unis, je conseille vraiment plutôt le tag Google Ads pour pouvoir supprimer le G-Click si on en a besoin. Ok ? C'est pas exactement la même chose, mais ça fait le job. Mettez-vous au SQL. Allez, c'est pas bien compliqué. Allez. Ça va être une des compétences clés de la data analyse, mais aussi, je pense, du SEO. Le SEO, c'est quand même beaucoup basé sur la data. Si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe sur votre site, c'est quand même important. Donc, le SQL, ça va être quelque chose qu'il faut vraiment regarder précisément. Et en un sens, si ça n'a jamais existé, l'analytics gratuit tel qu'on le connaît, en tout cas dès qu'on a un site qui tient un peu la route, c'est en train de disparaître. C'est-à-dire que actuellement, comme il faut proxifier l'ensemble des hits qui sortent de notre site, en tout cas c'est ce que demande la CNIL, il faut passer par un serveur SageGTM. Le serveur SageGTM est un outil gratuit, certes, mais qu'il faut héberger sur un serveur. Okay, et là, pour le coup, ça va, il y a Addinwell, qui est un bon provider pour ça, qui facture en gros 90 € pour les sites de taille moyenne. Voilà, c'est souvent en gros entre 90 € et 150 € par mois, en fait, pour pouvoir aller utiliser un serveur de proxification. Mais après, si vous décidez d'utiliser Matomo, par exemple, Matomo, c'est bien, mais vous devez aussi avoir donc Matomo qui est un outil gratuit. Mais déjà, Matomo, ça fait un peu GA2, concrètement. On retourne un peu 10 ans en arrière. C'est un peu le problème. Mais dans tous les cas, il va aussi falloir avoir un serveur et donc héberger, et donc avec des coûts de maintenance, etc. Et des coûts de... Donc, voilà, le GA entièrement gratuit, c'est plus forcément le cas. Et puis BigQuery, BigQuery c'est très très bon marché quand on n'a pas beaucoup de données, mais il faut quand même rentrer vers la carte bleue. Okay, parce que sinon on est limité à 3 mois, on ne peut rien faire avec. Donc voilà, donc globalement maintenant on a vraiment l'analytics gratuit, c'est un petit peu fini. Une question? Oui. C'est 2 mois pour sur BigQuery? Ah ouais. Ouais, exact, ok. Oui, oui, c'est qu'une fois qu'on a oublié de mettre la facturation, en plus, c'est pas. Même si on met la facturation, c'est pas. Il faut aller remodifier son expiration, parce que sinon, on se fait avoir. Je me suis déjà fait avoir sur des clients quand on faisait du one shot, j'avais quand même fait leur BigQuery, mais j'étais pas revenu en fait. Et une fois qu'ils avaient mis la facturation, ils avaient plus que 60 jours. Donc voilà, c'est pas agréable quand on s'en rend compte. Et la question mug. Quelle est la durée de conservation par défaut des données? 2 mois, oui. Ah, tu es aussi? Ouais, ouais. Voilà. Et on peut passer on passe à combien après? Oui? 14 mois. Et si vous payez, vous pouvez passer à combien? Combien? 50 mois. Si vous êtes riche et que vous avez Google Analytics 360, qui est moins cher qu'avant. C'est à peu près 2 fois moins cher, je crois, qu'avant. Ça ne coûte pas si cher que ça, pour le coup. Ça peut passer jusqu'à 50 mois. Donc maintenant, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y avait une sur Swapcart. Ah, oui. Donc, il y a quelqu'un qui te demandait des ressources pour augmenter son expertise sur GA4, parce qu'il s'aperçoit que c'est assez complexe et que, donc, justement, il aimerait bien travailler le sujet. J'aime beaucoup les vidéos de Julian de Measure School sur YouTube. Elles sont pas mal du tout. Il est très pédagogue et en plus il a un accent qui se comprend très bien, un accent allemand qui se comprend très bien. Voilà, puis Julian est très cool et il dit pas du tout, il dit pas de conneries en plus. Donc c'est à la fois vulgarisé et sans conneries. C'est pas si rare. Donc ça c'est très bien. Et sinon, peut-être plus avancé, il y a aussi toutes les formations de Shimo Ahava, donc qui s'appelle la Team Shimmer, notamment si vous voulez vous mettre GA4 vers BigQuery, qui est très bien. Et puis bon, c'est pas du GA4, mais il y a aussi une formation, enfin toujours Team Shimmer, une formation sur les navigateurs, sur tout ce qui va être limitation des cookies, etc. J'ai appris plein de trucs. C'est assez excellent.
Alors, c'est des ressources assez avancées. Et puis sinon, Google doit avoir des trucs aussi, je pense, de base. Après, le problème de GA4 au niveau de formation, c'est que au niveau de l'interface, ça va encore bouger pas mal dans les prochains mois. Donc, si vous faites des ressources de formation, dans 3 mois plus tard, il faut faire tous les screenshots. Donc, c'est un peu pénible, je dois vous dire. Mais sinon, le mieux, c'est de se lancer dedans. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouais. Quand vous disiez que pour utiliser les données de BigQuery vers Looker Studio, il fallait faire des données agrégées pour éviter d'exploser les coûts, parce que sinon les données sont il y a beaucoup trop de données. Qu'est-ce que vous conseilleriez comme données agrégées? Enfin, vous avez des bases, des tableaux déjà préfaits, enfin des idées par rapport à ça? Alors, moi, non directement, mais il commence à y avoir tout un système. Il y a, j'ai pas les noms en tête, mais il y a GA4, BigQuery.com. Enfin, il y a plusieurs choses qui vont vous permettre, sans trop connaître du SQL, de pouvoir générer des requêtes SQL. Okay, ça, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'il va falloir réussir à l'orchestrer. C'est ça qui est un peu pénible, parce qu'une fois que vous avez fait votre requête sur laquelle vous avez votre donnée, vous voulez qu'elle soit mise à jour quotidiennement. Et ça, c'est pas forcément toujours très simple à faire. Nous, on utilise un outil qui s'appelle DBT, qui permet de pouvoir vraiment faire une surcouche sur ça et qui facilite l'orchestration. Et c'est pas non plus ultra simple à prendre en main. Sinon, vous avez tout ce qui va être requête programmée sur BigQuery. Pour du one-shot, c'est très bien. En fait, pour du one-shot, vous pouvez être assez facilement, sans trop connaître de SQL, avec certaines ressources qui vont vous générer en fait des requêtes GA4. Vous allez pouvoir avoir la donnée en one-shot, c'est pas mal. Par contre, c'est vrai que dès qu'on va vouloir orchestré pour être sûr que son Looker Studio soit à jour. Donc souvent avec 2 ou 3 jours, parce que ça met un peu de temps avant d'arriver dans BigQuery convenablement. Donc voilà, il n'y a pas encore de système vraiment bien fichu, je trouve, pour qu'une personne lambda puisse le faire sans trop se poser de questions. Mais ça va venir. Hein. Voilà, les outils vont, et même Google peut-être va travailler là-dessus. Mais voilà. Une autre question? DBT, ouais, Data Build Tool. Qui utilise BigQuery dans la salle? Ok. Ah, quand même bien. Et qui n'a pas encore fait sa migration vers GA4? En fait, faut que je fasse ça demain parce que lundi c'est mort. Une question? Qu'est-ce que vous pensez de, ça c'est plus trop c'est pour demain quoi. Mais il y a eu ce système d'intégration automatique de GA4. Alors là, on est d'accord. Moi, j'ai désactivé parce que j'y crois pas du tout. Mais est-ce que vous avez déjà pensé que ça serait quelque chose d'utile? Je pense que ça va avoir un aspect utile pour les tout petits sites en fait, sur lesquels les gens ne savent même pas ce que c'est que GA. En gros, complètement, ça va éviter de perdre de la donnée. Par contre, après, évidemment, dès qu'on a un minimum sérieux, ça ne va pas le faire, quoi. En plus, ça marche uniquement si on utilise la version en JTAG. Donc, si on a vraiment une implémentation trop vieille, ça ne marchera pas. En plus, ça a bugué. Hein. Je veux dire, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais globalement, quand ils ont mis à jour le JavaScript, il y a eu des boucles infinies sur certains sites. Et donc, il y a des sites qui sont tombés. Vraiment, le site ne marchait plus à cause de Google Analytics, à cause de ce que Google a fait. Donc, en ce moment, franchement, ça a toujours été un peu des bras cassés chez GA. J'ai travaillé là-bas, donc je le sais. Mais là, concrètement, là, ils ont fait un peu n'importe quoi. Hein. Le product owner de GA4, il y a des trucs qui sont super. Franchement, l'analyse en cohorte, les ventes au noir dans GA4, c'est au top. Voilà. Mais derrière, il y a des trucs qui sont complètement aberrants, en fait, d'un point de vue juste gestion de projet, gestion de lancement de produits. Pourquoi vous faites lancer telle fonctionnalité là dont personne n'a besoin, alors que des éléments structurants comme par exemple la landing page, hein, d'avoir la landing page de destination dans le connecteur pour Looker Studio, hein, c'est un peu fondamental. C'est arrivé il y a 2 semaines et encore ça marche pas très bien. Donc ça arrive 3 semaines avant la fin, c'est absurde. Alors que c'est le truc le plus important qu'on regarde depuis 2005. Dans l'interface de GA. L'outil, j'adore GA4 sur plein de points, mais je suis vraiment déstabilisé sur les priorités. En fait. Voilà. Mais l'outil sera génial, en fait. L'outil est déjà génial pour plein d'usages, en fait, et je vous conseille vraiment d'aller dedans. Piano Analytics, c'est une alternative qui est très bien aussi. Hein. Je commence à utiliser Piano, c'est vraiment pas mal, mais ça coûte cher. Et Matomo, je trouve que en termes de segmentation, ça ne fait pas le job, en fait, clairement. Bien, merci. Une autre question?
Non, de toute façon, Sébastien reste à votre disposition. Et pour ceux qui veulent, eh bien, on vous libère pour la pause déjeuner. Merci Manger. beaucoup. Merci.